Titre, Soral et Zéron en prison. Mort de rire. Je suis tombé sur la vidéo de Squeezie. Il est avec Cyprien et Seb. Et en 8 minutes qu'il a sorti, déjà 60 000 vues, full commentaire. Mort de rire. Bonjour. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour soutenir Alain Soral et Zéon, Alain condamné encore pour un dessin à 18 000 euros d'amende Ah et ouais. 6 mois de prison avec sursis. Quitte à faire, autant faire 3 connards en un coup. On était à 5, on va dire. 3, bon, on va arrondir toute la clique, Norman, Cyprien, Seb, Squeezie. Tous des connards et ça sera le move 9930. Donc ça c'est réglé. Ils vont voir un peu ce qui se passe avec le tonton Sorel. Il est où le tonton Sorel? J'ai perdu la fenêtre du tonton Sorel. Alors vous ne rêvez pas, hein, vous n'êtes pas en Arabie Saoudite, vous n'êtes pas en Russie, je sais pas moi, ou ailleurs, ou en Corée du Nord, ou voilà, vous êtes en France. Alors voilà, une petite vidéo aussi pour m'insurger contre ces condamnations voilà, dans un pays soi-disant démocratique. Alors, c'est vraiment rageant, quoi. C'est plus que de la colère, quoi, à un moment donné. Donc, bien sûr, par rapport à ça, je ne sais pas si vous ressentez un petit peu la même chose, parce que moi, ça fait des années que je suis sympathisant vert, et franchement, chaque jour qui passe, eh ben, j'en suis content. Voilà, je pense qu'Alain Soral n'a jamais changé de discours, il a toujours la même ligne, hein, depuis 10 ans, quoi. Et vraiment, c'est rassurant, quoi. Donc voilà, il peut aussi compter sur il a le soutien des gens comme moi, qui on doit être des milliers, je pense. Donc il ne faut surtout pas changer de cap. Mais plus il y aura de condamnation, plus il y aura de soutien. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc voilà, il y a une boutique contre-culture. Je vais acheter aussi un bouquin, là, voilà, c'est le fête de Noël. On peut aussi verser du pognon. Chacun, 5 euros, 10 euros, on s'en fout. Si on est Ah des bah tu milliers, veux ça pas fait me un tas donner du d'argent. pognon pour Donc on Noël? soutiendra, enfin pour ma part, je soutiendrai toujours. Voilà, donc cette condamnation m'énerve, mais voilà, tant que je pourrais donner de l'argent, je le ferai. Et voilà, je pense que c'est le principal. Après, C'est bon, bien de voilà, donner de tout le monde l'argent. va payer à Vas-y, sa on place, va c'est te sûr. relayer toi. Mais c'est quand même dingue de parler comme ça, quoi. Je sais pas, nous, on est au cœur on voit comment le système fonctionne, hein. C'est vrai que la personne lambda ne comprend pas ce que leur téléphone, machin. Personne Celui qui, lambda. qui a une petite vie pépère normale, machin, non, ça, il ne peut pas comprendre. Mais c'est aussi à nous, on a aussi une part de responsabilité pour peut-être montrer aux gens que nous ne sommes pas dans une démocratie, nous ne sommes pas dans un pays libre. Donc c'est aussi à nous, on a une part de responsabilité, c'est de Bah faire apparemment t'as faire élite d'ouvrir connaître ta gueule, à notre non? entourage, à nos proches, puis après ça peut faire boule de neige en fait, c'est une sorte de virus qui va se propager, pour essayer de faire prendre conscience aux gens qu'aujourd'hui en France, pour un dessin, pour, euh, pour des idées, voilà, vous pouvez être condamné à de la prison. C'est quand même insensé. Euh, moi, ça m'insurge, ça me révolte, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir Alain Soral financièrement? Ça, c'est la base. Autant de fois qu'il prendra des procès, autant de fois on sera là pour payer, de toute façon. Voilà. Enfin, pour payer, attention. Pour le soutenir, voilà, en achetant sur Contre-Culture des livres, en faisant des dons aussi pour l'association. Voilà. Il ne mourra jamais tant qu'il y aura des gens comme nous, quoi. Voilà, ça le système, il faut qu'il sache. Ensuite, ben voilà, aussi, il y a peut-être aussi une autre façon de lutter, c'est la pédagogie. Voilà, parce que le système se sert aussi finalement de la pédagogie pour chasser les gens de la résistance, hein, c'est-à-dire donner voilà, ce spectacle et tout ça, l'insurale, mais nous aussi, il faut faire de la pédagogie. Et on a un outil bien plus fort que la propagande du système, hein, c'est le bouche à oreille tout simplement, et tous les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut faire connaître Alain Soral, il faut faire connaître Dieudonné au plus grand nombre. Faut absolument, enfin absolument, oui, c'est une nécessité. Si vous voulez qu'on résiste, si vous voulez pas qu'on soit broyé, je veux dire, Alain Soral, c'est la dernière forme de résistance, hein, avec Dieudonné. C'est fini après.
tout part en sucette, quoi. C'est terminé. Donc voilà, surtout, voilà, il va falloir axer voilà, notre discours peut-être sur la pédagogie, essayer d'en parler à un proche qui en parle à une autre personne, finalement, ça peut faire boule de neige, bah, tout ça, ça peut faire des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et il faut que les gens en France se rendent compte qu'on n'est plus en démocratie. Et que finalement, on a tous une part de responsabilité et on a tous un moyen, un levier d'action. Voilà. Donc, pour ma part, bah, écoutez, je vais contribuer donc, à soutenir Alain Soral, Zéon, en achetant des bouquins sur contre-culture, en faisant tourner la boutique, voilà. Et que le combat ne s'arrête jamais. Bah, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Merci. Eh ben, il est gentil, lui. On va se mettre un bon choix quand même pour rigoler. Étienne Soir, bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Alors, on vous a lu, moi en tout cas, je vous ai lu pour la première fois en 2005. C'était au moment du débat sur le traité constitutionnel européen. Vous étiez à l'époque professeur d'économie et tout à coup, vous vous êtes mis à analyser ce traité, point par point. Et cette analyse a circulé sur tous les réseaux sociaux à l'époque. On se le repassait par mail, par chaîne de mail. Il a eu sans doute une importance capitale, ce travail que vous avez accompli. On ne saura jamais exactement si c'est ça qui a fait basculer le vote, mais à l'époque, vous avez été lu et vous avez eu une influence parce que vous avez démontré que ce traité n'était tout simplement pas démocratique. Et cette question de la démocratie, depuis, elle est au cœur de tout votre travail. Vous avez creusé cette pensée que certains trouvent radicale sur les institutions, radicale dans le sens où elle essaie d'aller à la racine, tout simplement. Et c'est une réflexion autour du tirage au sort, autour du mandat impératif. Alors, vous êtes aujourd'hui également, si je ne me trompe, proche de certains mouvements comme Alternativa, comme les Colibris, ou en tout cas vous l'avez été, vous êtes passé par ce genre de choses, c'est-à-dire des gens qui essaient de repenser autrement le système. On va reparler un petit peu de tout ça, mais commençons par le fond. Le fond qui est la question du procès que vous dressez contre les élections. Vous avez publié ce petit livre aux éditions, alors c'est édité par le site La Relève et La Peste, Nous ne sommes pas en démocratie. Et question première, expliquez-nous pourquoi nous ne sommes pas en démocratie. Bon, c'est assez simple, hein. La démocratie, c'est un régime politique dans lequel le peuple a du pouvoir, le démos a du kratos. Or, nous vivons dans un régime dans lequel le démos n'a pas de kratos. Et nous sommes conduits tous les 5 ans... Le démos n'a pas de kratos. Nous sommes Non. conduits à désigner des maîtres qui décident tout à notre place. Et nous les choisissons parmi des gens que nous n'avons pas choisis. Et nous appelons ça démocratie alors que c'est son strict contraire, nous n'avons pas de pouvoir. Ça n'est pas par accident, c'est pensé comme ça depuis le début. Sieyès en France, fin du XVIIIe, Révolution française, un des pères fondateurs du gouvernement représentatif, Madison aux États-Unis, ne s'en cachait pas, la démocratie était très mal vue, ils ne voulaient pas du pouvoir du peuple, et ils se sont organisés pour tenir le peuple à l'écart. Alors, entendons-nous bien, vous pensez qu'il n'est pas possible de penser une démocratie représentative qui soit réellement démocratique, ou vous pensez qu'il pourrait exister des conditions où la démocratie représentative pourrait fonctionner? Deux temps. Premier temps, a priori, démocratie représentative, c'est un oxymore. C'est la démocratie, c'est le démos qui exerce le kratos. Et un représentant va se mettre en travers et va décider à la place. Ceci dit, en français, le mot représentant est polysémique, il a deux sens. Un représentant, ça peut être soit un serviteur, quelqu'un qui, comme un courtier, attend les consignes et suit fidèlement les ordres. Et à ce moment-là, ce représentant-là pourrait permettre à une démocratie représentative de s'exercer parce que le peuple resterait le souverain avec son courtier, ses serviteurs sous son contrôle. Mais le même mot représentant en français peut signifier mettre un tuteur légal, le tuteur d'un incapable, décide tout à sa place, et c'est le même mot représentant. Donc il faut savoir quels sont les représentants que nous voulons. Mais c'est sûr que si le représentant se conduit en tuteur, en maître, on n'a évidemment pas affaire du tout à une démocratie. Et donc, savoir quel est le gouvernement représentatif dont on parle, ou celui qu'on veut, ça va dépendre de qui l'institue. Si nous laissons les professionnels de la politique instituer eux-mêmes le régime, ils vont mettre en place un régime qui suit leurs intérêts, c'est-à-dire qui institue leur puissance à eux, professionnels de la politique, et notre impuissance à nous, le peuple.
Alors que si dans le processus constituant, nous faisions attention à ce que le peuple lui-même participe, écrive la Constitution, la délibère, et puis la modifie ensuite, et puis la fasse respecter, c'est-à-dire si nous aurions un régime possiblement représentatif, hein, pas forcément une démocratie directe, une démocratie qui serait indirecte, mais sous notre contrôle quotidien. Mais ça ne peut marcher que si nous l'instituons nous-mêmes. Est-ce que la question n'est pas aussi celle, tout simplement, du renouvellement des élites? C'est-à-dire que la démocratie représentative ne pourrait fonctionner que s'il y a réellement une forme de méritocratie et de renouvellement des élites qui permet à n'importe quel membre du peuple de se penser à un moment potentiellement comme un gouvernant, puisque c'est ça la définition d'un citoyen, c'est qui peut gouverner. Qui peut être alternativement gouverné, gouvernant, absolument, comme le disait Aristote depuis longtemps, c'est ça. Mais effectivement, vous avez raison, on pourrait imaginer une élite digne de ce nom, qui mériterait ses galons, qui mériterait ses honneurs, qui mériterait son pouvoir, et puis qui serait régulièrement contrôlé, et puis qui serait révocable, donc destitué quand il n'est plus digne de son pouvoir. Et tout ça se contrôle. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans un régime méritocratique, puisque absolument tous les mécanismes de décision, de contrôle sont biaisés, sont faussés par des constitutions qui sont en fait des anti-constitutions. Une constitution digne de ce nom, ça devrait être une protection contre les abus de pouvoir. Dans un état de droit, les règles se superposent jusqu'à un sommet. Les règles les plus importantes s'appellent la Constitution, les règles les plus importantes jusqu'aux règles les plus petites au niveau local. Et dans un état de droit, chaque pouvoir doit craindre le pouvoir du dessus. Et les gens qui vont être capables d'écrire le droit, nous en avons besoin parce que nous sommes trop nombreux pour participer tous à l'élaboration de ce droit. Donc nous avons besoin d'acteurs politiques qui décident qu'est-ce qui est le droit. Donc nous avons besoin au-dessus de nous d'acteurs politiques capables de produire le droit pour nous apaiser, pour nous protéger de la loi du plus fort. Mais ces gens-là sont en même temps utiles et très dangereux. Donc l'idée, c'est de mettre au-dessus de ces représentants qui produisent le droit, les législateurs, de mettre au-dessus d'un texte supérieur qu'ils doivent craindre pour nous protéger, nous, contre leurs abus. Un texte supérieur qui s'appelle la Constitution, qui est une idée géniale, qui nous permet d'avoir à la fois du droit et de la démocratie, du droit et l'absence de tyrannie. Et ce texte supérieur, c'est absolument décisif que les pouvoirs le craignent. Il faut que les pouvoirs le craignent. Donc c'est pas au pouvoir, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles de leur propre pouvoir. C'est comme ça que je résume le plus brièvement l'idée centrale de laquelle je tire ensuite toutes les modalités comme les ateliers constituants ou autres procédures d'éducation quotidienne qui nous permettent de nous passer le mot entre eux. Mais il faudra bien qu'un jour nous instituions nous-mêmes notre puissance politique. Il ne faut pas attendre que ce soit les élus qui l'instituent, ça n'arrivera jamais. Ce ne sont jamais les professionnels de la politique qui écriront leur propre contrôle. Ça ne fonctionne pas. Les pouvoirs ne savent pas se contrôler eux-mêmes. Vous expliquez dans vos textes que dès le départ, en fait, il y a eu une emprise des marchands sur cette constitution, sur les institutions et sur le pouvoir politique. C'est comme ça que j'analyse. Je me trompe peut-être, mais il me semble que ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe, c'est que les marchands ont pris le pouvoir alors que depuis des millénaires, depuis des millénaires, les humains savent qu'ils ont à craindre des marchands et du marché. Le roi, je découvre ça dans un bouquin qui s'appelle Le pain, le peuple et le roi, Stephen Kaplan, qui est vraiment un Anglais, qui connaît très bien la France et qui l'a découverte par le pain, et qui explique comment le roi la police du roi tenait à l'écart les marchands des marchés, tenait les marchands à l'écart des marchés. Pourquoi faire? Pour que, tant que les marchands n'étaient pas là, ceux qui vendaient du blé pouvaient le vendre à ceux qui avaient besoin de blé, les meuniers pour en fabriquer, à l'abri des marchands. Donc tous les producteurs étaient liés aux consommateurs sur les marchés, et les marchands qui étaient là pour spéculer ne pouvaient spéculer que sur le surplus. La police ne les laissait entrer que pour le reste. Et puis tout le monde ne pouvait pas être marchand, il y avait des registres. Et donc on se méfiait des marchands. Donc les marchands sont devenus puissants, mais ils n'avaient pas le pouvoir politique. Et ce qu'ils ont fait au XVIIIe siècle, c'est qu'ils se sont révoltés, ils ont agité le peuple avant de s'en servir, disait Talleyrand, ils se sont révoltés pour obtenir le pouvoir politique. Ce qu'ils n'avaient jamais eu, ils n'avaient jamais eu en même temps le pouvoir économique et le pouvoir politique. Et ils ont créé
je représente ça quelquefois comme une courroie de transmission entre leur pouvoir économique et le pouvoir politique qu'ils n'avaient pas. Et ce qui s'est passé donc depuis 200 ans, la Révolution française et la Révolution américaine, Révolution anglaise d'ailleurs un siècle avant, ce qui s'est passé, c'est que cette coordination, cette Révolution anglaise d'ailleurs un siècle avant, ce qui s'est passé, c'est que cette coordination, cette synchronisation entre le pouvoir économique et le pouvoir politique leur a permis d'écrire les lois. Mais ça donne pour moi, ça donne le capitalisme. Le capitalisme, pour moi, ça me distingue des marxistes. Les marxistes disent le capitalisme, c'est de l'économie. Or, moi, je pense que, bien sûr que les pulsions marchandes existaient avant, ils avaient envie du pouvoir, mais ils ne l'avaient pas. Mais l'explosion du capitalisme, elle vient du moment où les marchands se sont mis à pouvoir écrire le droit. Parce que quand ils ont écrit les constitutions, ils ont mis en place l'élection. Or, l'élection donne le pouvoir aux riches. C'est le procès que je fais à l'élection, c'est que je trouve que l'élection, le faux suffrage universel, consiste à donner le pouvoir aux riches. Et depuis que les riches ont le pouvoir depuis 200 ans, ça donne le capitalisme avec la responsabilité limitée, la personnalité morale, le pouvoir des actionnaires, les travailleurs travaillent au dégradant de machines. Tout ça, ça vient du droit. Notre impuissance, elle est juridique. On peut aussi dire que depuis 2 siècles, il y a quand même eu des périodes où justement le politique reprenait le pas, d'ailleurs pour des tas de raisons différentes. Par exemple, dans toute la deuxième moitié du XXe siècle, il y a un moment qui est un moment où le capitalisme, sans doute parce qu'il a peur du communisme et de la pression que fait peser le communisme, délègue en fait et accepte et concède énormément. Et il y a une régulation qui se met en place, même si elle est imparfaite, mais en tout cas, il y a une espèce d'équilibre de régulation. La dérégulation, elle intervient essentiellement à la fin des années 70 et dans les années 80, 90 avec Bill Clinton, etc. Voilà. Mais donc, il y a eu des moments où on a pu lutter contre ça. Nous avons résisté, bien sûr. Nos parents, nos grands-parents ont ardemment résisté et vaillamment résisté contre la loi des marchands qui était le capitalisme et qui a été rendue possible par les institutions. Mais nous avons toujours résisté, Natacha, sur les conséquences. Alors, vaillamment, et on est tellement nombreux et on y met tellement d'énergie qu'on arrive à obtenir des progrès. Mais des progrès, regardez ce que fait Macron, regardez ce que font les néolibéraux depuis 30 ans, 40 ans. Ils détruisent tout. C'est des progrès qui sont très fragiles parce que subsiste à ces luttes notre radicale impuissance politique. Le problème, c'est notre dépossession du politique par des constitutions qui n'en sont pas. Nous devrions refuser d'appeler constitution des textes qui, au lieu d'être des protections, sont des prisons. Et c'est compliqué à voir. Le problème, c'est que c'est compliqué à voir. Dans une constitution, et c'est ce qu'on fait dans les ateliers constitution, nous lisons la constitution pour y voir notre dépossession. Et comment est-ce qu'on la voit? Mais c'est qu'on voit notre absence. Il n'est écrit nulle part, le peuple n'a aucun pouvoir. Ça nous mettrait en colère. Non, c'est pas ça qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que nous n'y sommes pas. Par exemple, vous allez voir, c'est un exemple très court et qui est extrêmement pédagogique. Et tout est parfaitement. On peut tirer au sort les articles de la Constitution. On le fait dans le pays. C'est marrant de voir qu'à chaque fois. Vous êtes tout à l'heure. Appartiennent à leurs journalistes. Toute acquisition est nulle. Je l'écris mal, c'est un premier jet. Mais le fait que je m'autorise à me placer au plus haut niveau du droit, et j'aurais pu faire comme ça avec le contrôle des élus, j'aurais pu faire ça avec le mode de scrutin, j'aurais pu faire ça avec la production de la monnaie, la production publique de la monnaie. Le fait que je m'autorise à écrire le plus haut niveau du droit, comme si j'étais le souverain, ça me transforme. Et cette transformation intérieure, elle fait de moi qui n'était qu'un électeur, qui était un enfant, donc quelqu'un d'hétéronome, quelqu'un qui subit le droit écrit par quelqu'un d'autre. Ça me transforme en citoyen autonome qui produit lui-même le droit auquel il consent à vivre. Et je sens que la constitution de 36, la constitution de Staline, était une bonne constitution et elle recouvrait un pouvoir totalitaire épouvantable. Donc je sais bien qu'une constitution ne réglera pas le problème. Mais par contre, ce que je fais dans les ateliers constitution, ce que j'invite à faire mes congénères humains, et sans préjuger de ce qu'ils vont décider, c'est pas moi, évidemment, ça ne m'effleure même pas, je ne suis absolument pas légitime pour dire ça devra se passer comme ça. Mais je dis juste, c'est à nous de nous en occuper. C'est à nous de changer nos sujets de conversation, d'arrêter de parler des sujets législatifs sur lesquels on va s'empailler, on va s'étriper, on ne va pas être d'accord, mais on se dispute trop tôt. Il faut que nous fassions corps avant, il faut que nous
nous fraternisions. Enfin, fraterniser, c'est pas comme ça qu'on fraternise. Il faut que nous tombions d'accord avant, au niveau constituant, c'est beaucoup plus facile de tomber d'accord au niveau constituant, pour instituer notre puissance. Et une fois qu'on aura institué notre puissance, on discutera sur les différents sujets législatifs. Voilà, mais on est amené du coup à reconnaître comme légitime le choix de la majorité, puisqu'on sait qu'on Oui, a oui, la mais loi majorité. par loi, mais c'est Voilà. pas du tout pareil. Si je suis minoritaire sur une loi, et c'est bien sûr que ça va arriver, un démocrate, il est évidemment prêt à perdre sur un sujet ou sur un autre si la majorité décide autrement. Mais quand on décide loi par loi, on ne va jamais être minoritaire sur tout, on ne va jamais être majoritaire sur tout, on va perdre sur certaines lois, on va gagner sur certaines lois. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous expliquent, parce que c'est évidemment l'argument principal qui est avancé aujourd'hui, mais de toute façon, les sujets doivent se décider à l'échelon supérieur. D'ailleurs, maintenant, le poncif, c'est de dire non, même pas seulement, ça ne peut pas se décider au niveau communal, ça doit se décider au niveau national. Non, l'échelon national n'existe déjà plus. Tout ça, de toute façon, ce sont des problèmes globalisés. Il faut une gouvernance mondiale, avec une gouvernance mondiale qui est celle des experts, parce que tout ça dépasse de beaucoup les capacités de compréhension des citoyens. C'est complètement cohérent du point de vue des oligarques. Voilà. Les voleurs de pouvoir ont intérêt à hisser une prise de décision le plus haut possible, à une échelle géographique la plus grande possible, pour nous tenir à l'écart. L'objectif, c'est de tenir le peuple à l'écart. Donc, c'est de bonne guerre. C'est leur logique d'oligarque de souhaiter et de faire la promotion de tous les systèmes de décision d'experts au plus haut niveau, et au plus haut niveau géographique. Mais nous, c'est notre responsabilité de citoyens vigilants, méfiants. La Constitution, c'est un acte de méfiance, disait Benjamin Constant. J'ai des tas de choses à reprocher à Benjamin Constant, mais c'est un père fondateur du gouvernement représentatif. Et pour lui, la Constitution est un acte de méfiance. Et donc, mais il faut des soldats derrière, il faut des citoyens formés dans les ateliers constituants, formés pour comprendre ce qu'est la Constitution et son importance vitale dans la décision publique. Si vous voulez, on parlait tout à l'heure de la délibération nécessaire pour fixer le bien commun. Le bien commun sera toujours le résultat d'une délibération. Nous allons avoir entre nous des conflits. On ne va pas être d'accord. Et la démocratie, c'est la mise en scène de ces conflits. Et cette délibération va permettre de choisir un moindre mal, loi par loi. Tout ça ne sera possible que si nous avons d'abord institué notre puissance. Or, pour l'instant, nous nous débattons dans une prison, littéralement une prison. Nous sommes comme ficelés au mur de notre... enchaînés au mur de notre prison, et nous sommes en train de protester, de nous disputer sur ce qu'on devrait faire si on était en dehors de la prison. Sauf que nous sommes. C'est même... En fait, c'est pire que ça, Natacha. Nous n'avons pas de chaîne. Nous n'avons pas de chaîne. Ça repose sur le consentement. Mais oui, c'est pour ça que c'est parce que nous sommes dans ça que c'est un totalitarisme soft. C'est qu'il repose sur le consentement, oui, sur et l'acceptation. il n'est possible que parce que nous démissionnons. Mais l'image qu'il faudrait prendre, elle est différente des chaînes. Nous sommes dans une prison dans laquelle d'autres décident tout à notre place. Il y a une grande porte qui nous empêche... Nous sommes dans une prison mentale, Il suffirait qu'au lieu de nous disputer... inscrite par des écrits. Ça, c'est l'essentiel de nos discussions. Instruite par des écrits, devrais-je dire. Sur le plan législatif. Et personne ne s'occupe d'aller pousser cette... Ça, vous n'avez pas vu. Et vous êtes tellement connu que peut-être que vous ne vous en rendrez jamais compte, monsieur Chouard. C'est triste. On l'ouvre, simplement. Vous méritez le 9929, tiens, à votre compte. Il n'y a pas de raison que je traite de connards que les jeunes. Si nous parlions de constitution, c'est-à-dire de l'institution de notre pouvoir, du mode de désignation des acteurs, du contrôle des acteurs, des révisions de la Constitution, du fait qu'aucun traité, évidemment, ne devrait être supérieur à la Constitution, que nous devrions écrire. Ça a commencé depuis 1964. Les juges européens décident que le droit européen est supérieur au droit constitutionnel sans aucun mandat électif. Oui. Donc même les juristes appellent ça un putsch juridique. Oui, mais... Et depuis, on s'est laissé faire. Mais pourquoi peuvent-ils le faire? C'est parce que nous les laissons faire, parce que tout le monde s'en fout. Je veux dire, le problème, c'est que les ateliers constituants, c'est de l'éducation populaire. Jamais les élus ne l'organiseront. Jamais les pouvoirs en place, les professionnels de l'éducation, n'organiseront cette éducation populaire. C'est à nous de le faire entre nous. Et quand on écrit, aucun traité ne peut être contraire à la Constitution. Ou bien on dit,
tout traité contraire à la Constitution est nul, voilà, nul. Ça s'écrit, et là, vous venez de garantir, mais parce que vous l'avez écrit, vous venez de garantir qu'aucun représentant ne pourra vous trahir comme nos représentants nous trahissent depuis le début de la construction européenne, parce que c'est tellement une trahison du bien commun. Ces gens-là sont en train c'est même pas de vendre, enfin si, la vente, parce qu'ils s'enrichissent, ils vivent bien, ils vivent très confortablement, mais même ils la donnent, parce que pour ceux qui l'achètent, c'est peanuts, hein. Ils sont en train de vendre la souveraineté qui ne leur appartient pas. Les élus ne sont pas propriétaires de la souveraineté. Ils ne peuvent pas la brader. Ils ne sont pas légitimes. Ils sont comme des locataires qui vendraient l'appartement. C'est tout le discours de Philippe Séguin devant l'Assemblée nationale en 1992 sur le traité de Maastricht. Les représentants ne sont pas habilités à renoncer à une souveraineté qu'ils ne détiennent que par le pouvoir du peuple. Absolument. C'est la base. On a d'autres choses à reprocher à Séguin. J'aime beaucoup, je raffolle ce discours est une merveille. C'est en même temps lui qui nous a organisé le début du sabordage des retraites. Oui, bien sûr, il y a des choses. Voilà, nul n'est parfait et en effet on peut contester. Simplement, dans cet édifice qui est le vôtre, dans cet édifice institutionnel, quelle place pour le tirage au sort? Parce que c'est une des dimensions importantes pour justement faire exploser ce système de confiscation par les représentants ou par les élites. Comment vous l'envisagez et pourquoi ça dynamite le système? Alors, c'est difficile d'écrire ça très vite parce que dans les premiers temps, quand on découvre le tirage au sort, on est choqué, on est révulsé par cette chose. On a tellement été habitué à l'idée que démocratie égale élection égale démocratie, que l'idée du tirage au sort nous paraît incongrue et même dangereuse au premier abord. Et pourtant, dans les institutions d'Athènes, le tirage au sort joue un rôle essentiel. Alors évidemment, on peut répondre que c'est tout petit comme échelle. C'est exactement le même niveau que la commune. C'est exactement le même niveau. Alors il y a plein d'objections au tirage au sort et aucune ne résiste à l'analyse. Il faudrait peut-être faire une autre émission dans laquelle on étudie justement ces objections une à une et leur réfutation avec quelqu'un qui défendrait l'élection. Et moi, ça m'intéresse. C'est vraiment une controverse. On pourrait prendre rendez-vous si vous voulez sur ce sujet-là, parce que vraiment, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Et je sais bien que c'est dans la controverse qu'on va savoir quels sont les arguments forts. Mais on va organiser un débat sur le tirage au sort avec des élections au tirage au sort. Précisément sur ce petit bouquin. Dans ce petit bouquin, ce que j'essaie de faire, c'est un chantier, c'est un début. Ce que j'essaie de faire, c'est le procès de l'élection. Et dans tous les reproches que je fais à l'élection, il y en a une dizaine, dans tous ces reproches, j'observe comme en miroir que le tirage au sort ne présente pas ces problèmes. Je peux juste les citer, puis vous irez travailler sur Internet, et puis on en reparlera. Mais du point de vue des gouvernés, l'élection nous infantilise. L'élection nous infantilise. Elle nous tient à l'écart du pouvoir. L'élection, en désignant des maîtres, nous tient à l'écart du pouvoir. L'élection nous infantilise et donc elle nous décourage de nous donner du mal pour le bien commun, puisque nous n'avons pas de puissance de changer les choses. Nous n'imaginons plus, nous n'essayons plus de changer les choses. C'est pour ça que vous avez des gens qui, apparemment, vous diriez que c'est des légumes politiquement, ils ont des discussions à la con, vous les regardez au bistrot, mais on se dit, mais ces gens-là ne sont pas capables de faire de politique. Attendez, ça fait des siècles que nous les désincitons à faire de la politique en les tenant à l'écart dans des institutions qui les infantilisent. C'est normal qu'ils soient découragés et qu'ils soient comme maintenus en enfance par ces institutions. Donc, du point de vue des gouvernants, l'institution les infantilise, les déresponsabilise et donc les décourage. Donc, leur désapprend à faire de la politique. C'est très mauvais l'élection du point de vue des gouvernés. Dans mon plaidoyer, je mets en exergue un texte magnifique qui défend le tirage au sort, mais avec des mots. Les miens ne seraient pas à côté, donc il faut lire Tocqueville sur les jurés tirés au sort, sur cette école de la démocratie qui représente le fait de nous sortir de chez nous. Le tirage au sort nous sort de chez nous. Tout à coup oblige à prendre ses responsabilités. Et puis, alors il emploie un mot qui serait très malvenu aujourd'hui, puisqu'il dit que sa force a une forme de virilité. Il veut dire tout simplement que ça va dans l'âge adulte, mais il faut un peu les deux. Mais passons sur cette erreur qui est malvenue aujourd'hui et qui va le juger. En tout cas, ça implique une responsabilité. Les mots de Tocqueville pour défendre le tirage au sort sont remarquables, je vous conseille de les lire. Donc du point de vue des gouvernés, le tirage au sort, en tirant les gens en dehors de chez eux et en les mettant dans un lieu où d'autres de leurs semblables sont en train de discuter du bien commun, donnent l'exemple, voient l'exemple d'une discussion autour du bien commun et sont comme hissés au-dessus de leurs intérêts personnels pour s'occuper du bien commun. C'est
Ça, c'est du point de vue des gouvernants. Et du point de vue des gouvernants, l'élection produit des résultats catastrophiques. L'élection, on dirait qu'elle désigne les pires. On dirait que l'élection choisit parmi nous les pires pour décider du bien commun. Parce que ça choisit ceux qui désirent le pouvoir. Désirent le Alors, le pouvoir. problème, c'est pas de trouver ceux qui désirent le pouvoir, c'est de trouver ceux qui sont aptes à Et qui exercer le comprennent pouvoir. le mieux le bien commun, qui sont les plus honnêtes, les plus dévoués, les plus désintéressés, absolument. Les qualités pour accéder au pouvoir ne sont pas du tout les mêmes que celles En qui fait, sont il faudrait pouvoir choisir ceux qui ne veulent surtout pas être élus. Exactement. Là, déjà, on Exactement. commencerait à avoir quelque chose d'intéressant. Exactement. Et dans la série des reproches qu'on peut faire à l'élection, donc l'élection donne le pouvoir à ceux qui le veulent, alors que le tirage au sort, non. L'élection favorise les menteurs. Celui qui ment va être élu. Celui qui ment le mieux va être élu, parce qu'il va convaincre les gens. Alors que le tirage au sort, non. Vous pouvez mentir, pas mentir. Si vous tirez au sort, c'est tiré au sort. Si vous pas tiré au sort, c'est pas tiré au sort. Donc le mensonge, l'élection incite au mensonge. Enfin, c'est quand même pas terrible, c'est comme dans le bilan, d'avoir une procédure qui incite au mensonge. Le mensonge avant d'être élu pour être élu, puis le mensonge pendant qu'on est élu pour être réélu. Enfin, vraiment. Donc là, l'élection... j'ai oublié mon premier argument. L'élection... Infantilise. ça, c'était elle donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Décidément, si j'ai plus... Elle pousse au mensonge. Voilà. L'élection fabrique des maîtres parce qu'au-dessus de nous, elle hisse au-dessus de nous des gens qui, parce qu'ils sont désignés, se prennent pour le meilleur, se prennent pour le plus fort. Même quelqu'un de bien va se transformer en lui-même par les mécanismes de l'élection. Alors que le tirage au sort, non. Le tirage au sort, il n'a pas été désigné comme un blanc, il a été désigné comme un des nôtres. Si vous voulez, l'élection, elle fabrique des maîtres, alors que le tirage au sort fabrique des serviteurs. L'élection fabrique des maîtres hors concours. Parce que quand vous choisissez d'élire des gens, quand vous choisissez la procédure, peut-être un avis constituant, vous dites ça va être l'élection. Vous bâtissez votre désignation des acteurs sur la confiance. Quand on désigne des acteurs sur la confiance, ça ne nous vient pas à l'esprit en même temps de mettre des contrôles, puisque si on leur fait confiance, c'est pas pour les contrôler. Alors que quand vous désignez des gens au sort, vous savez bien que vous pouvez avoir au sort un incapable ou un malhonnête, enfin vous pouvez très bien. Quand on choisit le tirage au sort, et les Athéniens avaient peur des tirs au sort, mais bien sûr, et c'est pour ça qu'ils ont prévu, et Montesquieu en soulignait la pertinence, ils ont prévu des institutions complémentaires qui vont avec le tirage au sort et qui engomment les inconvénients des institutions de contrôle. Donc, quand on écrit le tirage au sort, quand on dit ceux qui votent les lois sont tirés au sort, ou ceux qui préparent les lois sont tirés au sort, en même temps que vous écrivez ça, vous avez envie d'écrire la suite qui est le contrôle, parce que ça va avec le contrôle. Alors, donc l'élection produit des maîtres hors contrôle, alors que le tirage au sort produit des serviteurs contrôlés. Et puis l'élection produit une caste. Les mécanismes qui ont conduit à la désignation de ces maîtres, c'est les mêmes qui, l'élection suivante, vont produire les mêmes. Alors qu'avec le tirage au sort, vous avez la procédure reine pour la rotation des charges. La démocratie, c'est l'amateurisme politique. Depuis Athènes, on sait que la professionnalisation de la politique est une plaie. Voilà, ça fabrique des maîtres qui vont se comporter comme des tyrans. Alors la solution, c'est de faire tourner les charges, mandat court, non renouvelable. Mais quelle est la procédure de la rotation des charges? C'est le tirage au sort. L'élection ne vous donnera jamais la rotation des charges. L'élection parmi les candidats va toujours produire l'élection des mêmes candidats. Donc quand c'est pas un c'est l'autre, bon, ils se sont mis à mi-temps. Quand vous avez la crapule A, à la fin de son mandat, vous vous en débarrassez, et vous êtes obligé de choisir la crapule B que vous aviez éjectée le coup d'avant, mais ils se mettent à mi-temps. Donc avec l'élection, vous avez la rotation, vous n'avez pas la rotation des charges. Avant-dernier point, excusez-moi, je garde le meilleur pour la fin, je sais que je fatigue. Mais l'avant-dernier point, c'est que l'élection nous donne des partis. C'est parce qu'il y a l'élection qu'il y a des partis. Avant qu'il y ait l'élection, il n'y avait pas de partis. Alors qu'avec le tirage au sort, il n'y a plus de partis. Et là, il faut lire les textes de Simone Veil sur les partis politiques. La note sur la suppression générale des partis politiques, qui est un monument d'argumentation et d'humanisme. C'est une femme remarquable, je rappelle cette philosophe. Et le dernier point, le plus important pour la fin, écoutez bien, mais c'est décisif, même s'il n'y avait que ça, ça suffirait. L'élection parmi des candidats permet d'aider les candidats. Mais un enfant devine que ceux qui ont les moyens d'aider, c'est-à-dire les plus riches, les cours sociales, vont aider. Et s'ils vont aider les candidats qui ont gagné sont débiteurs, mais ils sont redevables, sont débiteurs, donc serviteurs de ceux qui les ont aidés. Et un enfant comprend ça, et ça fait 200 ans que ça dure. Ça fait 200 ans que les riches ont trouvé avec l'élection le moyen de choisir leurs acteurs politiques en les aidant. Et on voit la puissance de ce phénomène, par exemple, à travers les élections américaines qui ont déplafonné totalement l'aide
au candidat et où on voit à quel point ça a eu une influence ensuite sur la façon dont on C'est démocratique. En fait, nous ne vivons pas en démocratie, nous vivons en plutocratie. C'est le régime où les riches ont le pouvoir. Ça se décide. Peut-être que si nous faisons des ateliers constituants, peut-être que le peuple décidera de mettre en place des règles de plutocratie. Vous évoquiez tout à l'heure, c'est sans doute pas un hasard, dans votre premier exemple de ce qu'il faudrait rédiger comme constitution, la question des médias. Les médias vous ont présenté de diverses manières, mais on sent à chaque fois une méfiance absolue, en particulier de vous que vous participez à brouiller les catégories entre la droite et la gauche, que vous auriez des affinités avec tel ou tel parti, et notamment on vous a beaucoup reproché les liens avec Alain Soral. Comment, d'abord, cette question-là vous semble-t-elle légitime? Quels sont ces liens et pourquoi? Et est-ce que vous considérez que vous brouillez des catégories ou est-ce que vous considérez que ce sont ces catégories qui sont fausses? On va respecter ton temps, on va vous le mettre en bon son. Contexte, effectivement, par exemple, quand je dis qu'un parti de gauche comme le Parti socialiste, de gauche entre guillemets, a les politiques les plus dures, les plus à droite que nous ayons jamais eues, c'est bien les catégories gauche-droite qui sont brouillées par des menteurs qui se prétendent de gauche, mais Thiers le faisait déjà. Thiers, le criminel de la Commune, et qui d'ailleurs avant la Commune tirait sur les mineurs en grève, faisait assassiner des quartiers entiers en leur faisant tirer dessus. Donc ce gars-là avait créé un parti qui s'appelait Centre-Gauche. Donc voilà des catégories qui sont brouillées, voilà une confusion qui est mise en place pour gagner les élections. Et quand je la conteste, je ne dis pas que gauche-droite c'est pareil, évidemment. Moi je tiens à la séparation entre gauche et droite. Simplement, une gauche digne de ce nom, ça défend les intérêts du peuple et ça ne défend pas son contraire. Et donc, quand je conteste aux hommes au pouvoir la domination qui est la leur, je sais que j'ai besoin de tous les citoyens pour résister à ces abus de pouvoir. Tous les citoyens, et je ne vais pas faire le tri, qui serais-je pour le faire? Je ne vais pas faire le tri entre ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais. Je pense que nous avons tous intérêt, y compris les classes bourgeoises, y compris les policiers, y compris les militaires. Je pense que nous avons, y compris, alors c'est ça qui me fait dire, c'est ça qui me fait classer dans les comment ils appellent ça? Il y en a qui disent que je suis une passerelle avec l'extrême droite, parce que je dis que les enfants qui aujourd'hui, je pense surtout aux jeunes gens, qui se tournent vers l'extrême droite, en fait, ne connaissent pas l'alternative de la démocratie. Pour eux, il y a le choix entre ce qu'ils appellent la démocratie, qui est un régime complètement corrompu, et le communisme, qui ne leur va pas du tout, ou le fascisme. Alors, ils vont vers le fascisme parce que tout le reste leur paraît plus mauvais. Mais ils ne connaissent pas l'idée de la vraie démocratie. Et moi, je dis que ces gens-là sont des humains comme les autres, qui sont en train de se tromper vers un régime qui est ultra dangereux et qui est détestable, une dictature, évidemment. Mais j'ai aucune chance de les convaincre en les traitant de fascistes, de racistes, et je sais quel autre nom d'oiseau. Le seul moyen que j'ai raisonnable qui change d'avis, c'est de montrer par un échange argumenté que j'ai raison. Alors vous allez me dire, bien sûr, mais si c'est des brutes et qui veulent taper, ouais, d'accord, mais là, il n'y a rien qui fonctionne contre des brutes qui ne réfléchissent pas. Oui, mais disons que tout langage violent n'aide pas justement à faire avancer les choses et à apaiser le débat. Oui, tout à fait. Pour ma part, en tout cas, c'est quelque chose de majeur. On refuse de parler, oui, absolument, voilà. Oui, d'accord. Mais la plupart des gens qui sont aujourd'hui traités d'extrême droite le sont pas du tout. Je suis désolé, il y a des tas de gens qu'on traite d'extrême droite. Regardez-moi, on me traite d'extrême droite, mais c'est une extravagance. Je suis anarchiste. Enfin, je me bats pour le pouvoir du peuple et le processus constituant populaire, il empêchera à tout jamais à la fois le capitalisme et la tyrannie. C'est complètement, il n'y a pas plus antifasciste que ça. Donc, même, si vous voulez, il y a des tas de gens qui sont classés à l'extrême droite et qui n'y sont pas. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Mais il y a une raison. C'est que je conteste, et comme tous les anarchistes, je conteste, et comme tous les démocrates, parce que pour moi, anarchistes et démocrates, c'est pareil, je conteste le système de domination parlementaire. Je pense que les parlementaires ne sont pas légitimes à décider à notre place. Je pense que le système qui consiste à appeler suffrage universel l'élection de maîtres est une supercherie, une imposture, une tricherie, et je conteste la légitimité du système de domination parlementaire. Je voudrais à la place une démocratie digne de ce nom. Mais
quand je conteste le système de domination parlementaire, je partage cette contestation avec des gens qui ont un autre projet de société, qui sont les fascistes, qui eux aussi contestent le système de domination parlementaire et qui veulent à la place mettre un système de domination absolue. Ok, nous avons en commun, et c'est factuel, je ne dis pas c'est bien, c'est mal, nous avons en commun le fait de dénoncer le système de domination parlementaire. Alors, comment ça se fait que les démocrates et anarchistes qui contestent le système de domination parlementaire soient amalgamés, assimilés aux fascistes qui eux aussi contestent? Mais c'est parce que pour les parlementaires, c'est beaucoup plus facile. Vous comprenez, s'ils se défendaient contre moi en disant « mais n'écoutez pas Chouard, c'est un démocrate », tout le monde se marrait en disant « c'est pas un argument ». Par contre, si vous contestez Chouard en disant « mais n'écoutez pas Chouard, c'est un fasciste, regardez, il partage ses arguments avec des fascistes », c'est plus facile de se débarrasser de moi parce qu'on dit on m'a sali, on a discrédité mon idée sans même avoir argumenté. Juste vous dites ces idées sont reprises par des sites d'extrême droite, ou il accepte d'aller débattre avec des gens d'extrême droite, donc il est d'extrême droite, et il n'y a même pas besoin de discuter. Tout mon travail argumentaire pour discréditer le système de domination parlementaire se trouve jeté aux orties simplement par amalgame, par une culpabilité, par association. Bon, mais, oui, c'est ce qu'on appelle l'esprit marabout de ficelle, c'est-à-dire on met côte à côte les choses et on tire le fil. Mais en même temps, ne croient ces bobards, ne croient ces calomnies que ceux qui ne travaillent pas. Il suffit de me lire pour voir que ce que je cherche, c'est la vraie démocratie. Et donc, au bout du compte, la prospérité et la fraternité qui vont aller avec, parce qu'à mon avis, le racisme et la xénophobie, la peur de l'autre, sont particulièrement alimentés par la peur de manquer. Et je pense que le type de monnaie que nous utilisons induit la peur de manquer parce qu'elle est rare, parce qu'elle est privée, parce qu'elle est confisquée par des banques privées, parce qu'elle est chère. Et comme elle est rare et chère, nous avons tous tendance à en garder et à avoir peur que l'autre nous en prenne. Mais ce n'est pas du tout une fatalité. Nous, dans les ateliers constituants, quand nous travaillons sur la monnaie, nous instituons un autre type de monnaie qui est public, qui n'est pas abondant, parce qu'il faut qu'il y en ait trop, mais on sait bien ça, on sait bien qu'il ne faut pas en créer trop, mais qui en crée suffisamment pour que tout le monde ait du travail. Tout le monde ait du travail, parce que quand il y a du chômage, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monnaie. Vous allez me dire, mais la monnaie, on en regorge. Oui, on en regorge dans les poches de ceux qui jouent au casino, mais dans la poche des gens normaux, il n'y en a pas assez, et c'est pour ça qu'il y a du chômage. Il y a du chômage parce qu'il n'y a pas assez de pouvoir d'achat, il n'y a pas assez de monnaie dans les poches des gens, et c'est à nous d'instituer non seulement la création monétaire, mais sa distribution, la répartition régulière de la monnaie, c'est notre responsabilité de constituants. On n'a pas le temps d'en parler malheureusement, mais ça vaut un débat en lui-même. Sujet, voilà. Alors, ce qu'on peut fixer, c'est qu'on va mettre en place un débat sur le tirage au sort. Oui, pour voir un peu les objections. Et un débat sur la question de la monnaie. Parce qu'en effet, ce sont deux sujets à creuser pour essayer de comprendre comment fonctionne la souveraineté. Oui, c'est complètement lié. Je pense qu'il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté monétaire et que les deux s'institueront en même temps, mais qu'il ne faut pas attendre des autres qu'ils l'instituent à notre place. Ça va être à nous, même vous qui vous pensez à l'écart, vous dites non, c'est pas mes affaires, j'y connais rien. Ben non, quand vous démissionnez du processus constituant, vous rendez possible et donc vous fabriquez votre dépossession politique qui rend ensuite possible toutes les injustices sociales. On viendra à bout des injustices sociales que si on institue une puissance politique populaire qui permettra de donner la force à ce que Orwell appelait la common decency, la décence commune là, qui manque simplement de force politique. Faute d'institutions. On va essayer de réfléchir à la manière en effet, de rendre la force politique à la common decency d'Orwell. Je pense que c'est un excellent programme. En tout cas, voilà, votre petit fascicule, votre petit livre, c'est « Nous ne sommes pas en démocratie ». C'est édité par La Relève et La Peste. Merci beaucoup, Étienne Chouard. Et puis donc, nous allons organiser des débats. Et donc, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Rigolo, Chouard. On va vous laisser mourir avec du Chouard en fond. Étienne Chouard, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Think Your View. On a un souci de quoi de son. On est bon. On voudrait avoir votre avis sur ce qui se passe en ce moment, la géopolitique, la finance, le terrorisme, peut-être le hacking. Quel jour on est aujourd'hui ? On est vendredi 4 août. La nuit s'est bien passée ? Oui, en fait, comme la nuit du 4 août en 89, il ne s'est pas passé grand-chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'ils ont promis les aristocrates ont promis qu'ils allaient
abandonné leurs privilèges. Et puis en fait, ils n'ont rien abandonné du tout. Ils ont promis qu'ils vendraient à un prix inaccessible ces privilèges et finalement ils les ont gardés. Quel type de privilèges ils ont actuellement? Qui a quoi? Est-ce qu'il y a vraiment une upper class? Oh oui, bien sûr. Le premier des privilèges que je mettrais en avant, c'est celui pour certains, tout petit nombre, de créer la monnaie. Il me semble que dans une société, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la possibilité pour les populations de décider de leur destin dépend directement de leur aptitude politique à créer la monnaie nécessaire pour financer leurs activités. Et les peuples qui ont renoncé, qui ont perdu, ou qui se sont fait voler, ou qui ont renoncé volontairement à la création monétaire publique, ont perdu en même temps leur souveraineté politique. Et donc le principal privilège que je mettrais en cause aujourd'hui, s'il fallait en choisir, il y en a d'autres, mais ce serait celui de la création monétaire, qui pour l'instant est dans les mains des banquiers privés. Il n'y a aucune raison logique, rationnelle, conforme au bien commun, qui légitime qu'on abandonne, qu'un corps social abandonne la création monétaire à certains des humains qui font partie du corps social. C'est extrêmement dangereux, ça rend ces humains hyper puissants et ça prive les autres humains, c'est-à-dire la quasi-totalité du corps social, des moyens physiques, des moyens matériels de financer des activités. La Banque centrale européenne, elle est indépendante, c'est une banque privée, c'est pas une banque privée, c'est une banque comment? Alors, est-ce qu'on a donné des pouvoirs? Est-ce que les peuples ont donné les pouvoirs à la Banque centrale européenne? Oui, on a abandonné des pouvoirs à la Banque centrale, mais... On l'a abandonné ou on les a donnés? Ceux qui sont censés nous représenter nous ont trahi l'intérêt général en abandonnant cette création monétaire à la Banque centrale européenne, qui est indépendante, c'est-à-dire dont les actions nous échappent, dont politiquement, sur lesquelles nous n'avons plus aucun contrôle. Donc ça, c'est vraiment une trahison. C'est une trahison au sens du dictionnaire, c'est une trahison au sens strict. Une forfaiture plutôt. Une forfaiture, oui. Forfaiture, trahison, oui. C'est des synonymes en l'occurrence là. Ouais. La Banque centrale européenne, c'est quoi son rôle? C'est de faire semblant de faire la police. Mais en fait, je dirais son rôle principal, si on revient au bout du bout, si on revient à l'os, c'est d'interdire aux humains de créer eux-mêmes la monnaie. C'est pas de combattre l'inflation? Dans une société, en fait, il y a deux indicateurs importants qui dépendent de la masse monétaire. C'est l'inflation et le chômage. Quand il y a trop de monnaie, il y a de l'inflation. Et quand il n'y a pas assez de monnaie, il y a du chômage. Et en fait, c'est multifactoriel, l'inflation et le chômage. Mais la quantité de masse monétaire est un facteur essentiel. Et la plupart du temps, on a de l'inflation ou du chômage, et on n'a pas les deux. Quelquefois, pendant quelques mois, quelques années, mais pas longtemps, on peut avoir les deux. Mais en général, c'est l'un ou l'autre. Et donc, quand on dit qu'on se bat contre l'inflation, ce qu'on ne dit pas, mais ce qui va se passer, c'est que quand on se bat contre l'inflation, on va le payer en chômage. Or, ceux qui font ça, ceux qui prennent la décision de lutter contre l'inflation, ont en même temps intérêt à ce qu'il y ait du chômage. Parce que le chômage, politiquement, Marx l'avait très bien dit, mais il n'y a pas besoin d'être marxiste pour comprendre que c'est une réalité, le chômage sert d'outil de chantage, d'outil de terreur. Le chantage est un outil qui terrorise les travailleurs pour qu'ils soient dociles, qu'ils ne réclament pas d'augmentation de salaire, de meilleures conditions de travail, qu'ils n'exigent pas d'être payés quand ils font des heures sup, etc. Le chômage rend docile. Et inversement, l'absence de chômage rend exigeant. La classe ouvrière est mieux traitée quand il n'y a pas de chômage. Pendant les 30 Glorieuses, il n'y avait pas de chômage. La déflation, c'est quoi? Déflation, c'est une situation dans laquelle les prix baissent et toutes les anticipations se font à la baisse. Et c'est terrible parce que c'est un cercle vicieux. Le Japon est en déflation depuis un moment, 2 décennies, je crois, au moins 20 ans. Et c'est une des situations les plus graves, parce que c'est difficile d'en sortir pour un pays.
La c'est que les stagflation, prix... Et stagflation, c'est quand il y a à la fois de l'inflation et du chômage. c'est ce qu'on a expliqué au début. Voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Comment ça se, Et- ma- ça se mais ça manifeste dure pas longtemps, ça. Comment ça se manifeste sur les prix? Les prix montent et il y a du chômage en même temps. Alors que normalement, quand il y a de l'inflation, la période des 30 Glorieuses, on avait une inflation qui était modérée, hein, on avait 4% sur la période, hein, sur une trentaine d'années, on a 4-5% de moyenne, et pas de chômage du tout. Et donc c'était bien un peu d'inflation. Bon, et en plus, ce qui était vraiment, et ce que les économistes ne disent pas aujourd'hui, et c'est incroyable de ne pas dire ça, parce que c'est très important, pendant toute période, les salaires étaient indexés sur les prix. Les salaires, écoutez bien, c'est super important, parce que c'est un changement de politique qui est lourd de conséquences et complètement antisocial. Pendant les 30 Glorieuses, les salaires étaient indexés sur les prix. Quand les prix augmentaient de 10%, mon salaire augmentait mécaniquement, forcément de 10%, au moins. Et quand les socialistes sont arrivés au pouvoir en 81, Pourquoi entre guillemets? parce qu'ils ont une politique de droite, ils ont une politique socialiste pendant 1 an et demi, 2 ans, et puis après ça, ils ont une politique de droite dure. Donc ils ne sont pas plus socialistes que les gens d'en face qui ne sont pas populaires non plus, hein. C'est des étiquettes fallacieuses qui nous font croire que dispute et qu'on va avoir un changement de politique en changeant de vote, mais non. Et donc ce sont les socialistes qui ont mené les politiques les plus dures, hein, contre la classe ouvrière, et notamment la désindexation des salaires sur les prix. Et alors ils ont appelé ça comment ils appelaient ça, Delors? La désinflation compétitive. Ça veut dire la baisse des salaires. Mais c'est scandaleux, c'est que ça ne correspond pas à l'intérêt général. Depuis qu'on fait ça, le pays va de plus en plus mal. C'est-à-dire qu'on a transformé le cercle vertueux des 30 Glorieuses en cercle vicieux des 30 Piteuses, parce que là maintenant on est dans un cercle vicieux vraiment. Quand on ne distribue plus assez de salaires pour vendre la marchandise, on a un problème de surproduction. Une des difficultés majeures du capitalisme, c'est de ne pas distribuer assez de salaires. Quand les capitalistes ne sont pas tenaillés pour être forcés de distribuer des salaires, ils en distribuent de moins en moins, et ils n'arrivent plus à vendre leur production. Et on a des situations de surproduction, avec du chômage, une misère généralisée, tout ça parce qu'il y a quelques goinfres qui ne veulent pas distribuer les salaires. C'est quand même pas compliqué, ça, hein. Juste, il faut... Keynes expliquait très bien, les politiques keynésiennes sont venues à bout de ces... Enfin, pas complètement, mais ont vraiment corrigé largement ces défauts. Qu'est-ce que vous pensez de Hayek? Précisément, Hayek est un penseur qui a passé sa vie à essayer de démontrer, parce que je trouve que la démonstration n'est pas faite, que les politiques keynésiennes n'étaient pas efficaces. Et qu'il fallait, au contraire, laisser les gens libres et que l'État n'intervienne pas. Moi, je trouve que la thèse de Keynes, que l'État est le seul acteur capable d'avoir une action contracyclique, d'avoir une action qui n'est pas celle de l'ensemble des acteurs. Nous sommes moutonniers. Quand l'ambiance est à l'optimisme, quand tout va bien, ça va bien pour tout le monde, et nous faisons des paris sur l'avenir, nous empruntons, les banques nous prêtent, nous créons de la monnaie, et il y a un cercle vertueux avec un comportement procyclique de tous les acteurs. Mais tout le monde sait dans sa tête que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que ce cycle haussier va prendre fin, il va s'inverser. On sait tous que ça va s'inverser. Et donc on attend tous un moment que ça va... Quelle est la cause de l'inversion? Ça dépend des cas. La consommation énergétique? Ça peut être... Non, mais Est-ce que les 30 Glorieuses... Ça peut être la faillite d'une grande entreprise qui donne un signal de... Est-ce que les 30 Glorieuses, c'était pas un épiphénomène exotique de surconsommation énergétique? Et on se retrouve à l'heure actuelle avec une consommation énergétique en baisse, donc une économie en baisse, une économie transformant en baisse. La consommation, la consommation énergétique, je pense que c'est une conséquence de fondamentaux qui sont, eux, les causes. Je pense que la reconstruction, qui est le début des 30 Glorieuses, est une cause profonde du plein emploi, de la suractivité
et de cette période d'abondance, le fait qu'on ait à reconstruire le pays a donné le prétexte, l'occasion, le moteur, en fait le vrai moteur, la cause de cette période de prospérité. Le fait qu'on ait consommé beaucoup d'énergie pendant cette période-là est une conséquence, c'est pas la cause. Et je pense que les problèmes d'énergie qu'on a en ce moment sont liés au type d'énergie que nous utilisons, c'est-à-dire les énergies fossiles, donc non renouvelables, mais qui ne sont pas du tout les seuls. Nous sommes inondés tous les jours d'une énergie gratuite et abondante, et qui ne tient qu'à nous d'exploiter. Et on n'a pas de problème technique. On sait très bien exploiter le soleil. On sait très bien exploiter le soleil. On sait très bien faire bouillir de l'eau. On met des miroirs dans les déserts, des miroirs pour faire chauffer des bouilloires et faire de l'électricité en pagaille. De l'électricité qui coûte presque rien. On sait la transformer en courant continu et l'acheminer sur des milliers de kilomètres parce qu'elle s'est transformée en courant continu. Et on pourrait... Mais on n'a pas un problème technique, on a un problème politique. On n'a pas plutôt un problème de maturité sociétale quand on donne une énergie gratuite à volonté dans une société de transformant, qu'est-ce qui se passe sur le biotope? Est-ce qu'il y a un phénomène d'épuisement qui l'extractivisme des humains est sûrement un de nos problèmes, mais là aussi c'est un problème politique parce que je pense que si les peuples décidaient eux-mêmes de ce qu'ils font, si ce n'étaient pas les plus riches qui prenaient les décisions politiques, si nous discutions dans des agoras, si nous discutions dans des assemblées des tenants et des aboutissants de notre consommation, du prix de la publicité en termes d'extraction, le fait que ça nous pousse au gaspillage, la publicité nous pousse à un gaspillage éhonté, si nous réfléchissions entre nous, si nous débattions des causes, des conséquences et du coût réel de la publicité, nous ne prendrions pas les mêmes décisions. On serait moins productiviste, extractiviste. C'est pas trop tard. Dans les ateliers constituants, pratiquement tout le temps, tous les groupes, on interdit la publicité. C'est pas trop tard. Quand vous voyez le quotient intellectuel français et européen baisser, toutes les études publiées récemment, d'ailleurs il y a un article du Point qui fait référence à ça, le QI général baisse. Est-ce que le peuple n'est pas devenu trop con Je ne sais pas si le QI est un bon indicateur pour mener sa barque? Il est trop con, le mec qui pose des questions. Moi, je ne pense pas ça. On peut le penser, chacun peut penser ce qu'il veut, donc on est légitime de penser que le peuple n'est pas capable de mener lui-même ses affaires, et dans ce cas-là, on n'est pas démocrate. Donc on n'est pas obligé d'être démocrate. Mais un démocrate, il fait le pari que même quelqu'un qui aujourd'hui paraît écervelé, paraît superficiel, paraît égoïste, on dirait, quand tu vois, s'il regarde à la télé, ces blagues, ces niveaux de ces sujets de conversation, tu te dis, mais jamais il va s'occuper du bien commun, ce gars-là. Jamais il va prendre du recul sur sa condition, mais ça, je pense que ça change. Cet état-là n'est pas une nature, c'est une situation. Il en est réduit à cet état-là par la crétinisation de la télévision. Les industries de programmes nous construisent des programmes de télévision qui sont abrutissants. Les institutions nous éteignent politiquement. Les institutions, en fermant toutes les portes, nous infantilisent de la naissance à la mort. On reste des enfants politiques et les institutions nous désapprennent à faire de la politique et à nous préoccuper du bien commun. Et tout ça, ça donne un résultat qui n'est qu'une conséquence temporaire. Je pense que les humains ne sont pas, par nature, ce dont vous avez peur. Et que je vois bien aussi, je vois bien qu'il y a plein d'humains qui, aujourd'hui, ne sont pas tout de suite en état de s'occuper du bien commun. Mais moi, ce que je vois dans les ateliers constituants, dans les conférences citoyens les conventions de citoyens de Testard qui sont tirées au sort, je vois des gens, ou les assemblées tirées au sort que décrit Saint-Omer, je vois des gens qui se transforment, qui se transforment en bien, et très vite, quand on leur fait confiance, quand on leur donne des vrais sujets, et quand ils voient les autres en train de s'occuper du bien commun, par mimétisme, ils font la même chose et ils se transforment vite. Il y a des pages magnifiques de Tocqueville, il y a longtemps qu'on sait ça, de Tocqueville pour défendre les citoyens, les jurés, il appelait ça les jurys tirés au sort, les jurys civils, et Tocqueville explique
Il faudrait que je l'ai pour vous le lire, mais bon, c'est 2 ou 3 pages, donc ça vaut le coup. Chacun devrait le lire dans son coin. Dans lesquels il explique que le tirage au sort, en sortant les gens de leur intimité, de leur monde à eux, de leur famille, les extrait et les met sur une scène où ils voient les autres en train de s'occuper du bien commun, et ça les sort de leur égoïsme, et il dit que l'égoïsme, c'est comme la rouille des sociétés, et le tirage au sort nous oblige à nous occuper du bien commun, de temps en temps. C'est une école de civisme. Et c'est remarquable, ce plaidoyer. C'est pas trop tard pour cette école de civisme, quand vous voyez le problème écologique, quand vous voyez le problème du recyclage nucléaire, quand vous voyez le problème de la transition de la SNCF aux nouvelles technologies. Est-ce que former ces gens-là, ça va pas mettre trop de temps par rapport à l'avalanche de problèmes que les sociétés occidentales vont être obligées de gérer dans les 5 ans, même les 10 ans à venir? Les gens se transforment très vite si on leur fait confiance. C'est quoi très vite? Très vite, c'est quelques semaines, ça peut même être plus rapide que ça. Quelqu'un qui paraît écervelé, en situation, comment dire, pas d'urgence, en situation, de presse, il faut faire vite, on te fait confiance, fais gaffe, si tu te trompes, c'est tout le monde qui va en pâtir. Les gens ne sont instantanément plus les mêmes. Et moi, je vois bien en classe, quand tu fais confiance à quelqu'un, tu fais confiance à un élève, il se transforme. C'est pas le même que quand tu te méfies de lui. Tu te méfies de lui, il va être digne de ta méfiance. Et tu lui fais confiance, il va tout faire pour être digne de ta confiance. Les humains sont comme ça. C'est quoi votre société rêvée? C'est quoi en fait votre vie? On a l'impression que vous êtes dans un rêve quand vous nous expliquez l'Assemblée constituante. Ça fonctionne réellement? Les gens se fédèrent autour de ça? Autour de cette idée? Oui. Combien de personnes sont autour de cette idée-là? Je ne sais pas, je ne les compte pas. Je les compte pas et je cherche à ce que ce soit... Je cherche à ce que ça reste désorganisé. Tu sais, tout à l'heure, on disait le Parti socialiste, c'est pas un vrai parti socialiste, c'est un parti de droite qui s'appelle socialiste, mais qui en fait mène des politiques de droite. Au début, le socialisme correspondait à une idée, et puis ils sont devenus un parti, et dès que c'est un parti qui a marché, il s'est fait noyauter, parce que les partis sont ouverts sur l'extérieur. Je pense que ça pend au nez de tous les partis, ça. Un parti a besoin de monde pour soutenir un candidat, et comme il a besoin de monde, il accueille tous ceux qui viennent. Et donc c'est très facile pour ceux qui ont les moyens d'envoyer des agents, des gens à eux à l'intérieur. C'est très facile d'envoyer des agents, de noyauter le parti, et puis de le dévoyer, et d'en faire autre chose que ce qui était... C'est très facile de... Alors on ne le fait pas avec les petits partis, ça n'a aucun intérêt, mais dès qu'un parti marche, il se fait dévoyer par les riches. Et donc, je dis ça pour dire que il me semble que l'idée des ateliers constituants et des citoyens constituants, c'est-à-dire des gens qui passent du statut d'électeur au statut, c'est-à-dire d'enfants politiques, soumis à des maîtres qui sont les élus, on dépend de leur bon vouloir, l'idée de se hisser au-dessus des élus, en redevenant l'employeur des élus, en devenant le souverain, de se hisser au-dessus d'eux, en devenant des adultes politiques, ça marche tout le temps, et dans les ateliers, c'est enthousiasmant, les gens se transforment, peut-être que j'ai des lunettes roses, mais j'ai l'impression que je vois des gens qui sont heureux dans les ateliers constituants, où c'est agréable, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, jamais on s'est permis, je vais faire le geste pour que vous compreniez ce que je veux dire. Quand j'écris, je suis le matin, j'écoute les informations, je tempête, mais c'est incroyable, ces gens-là, mais ils sont en train de faire le contraire de ce qu'ils avaient dit. Il avait dit qu'il ferait ça, Macron, et il ne le fait pas, il fait le contraire. Donc, comment je fais? Je vais écrire ça. Les élus rendent des comptes tous les mois. Quand je réfléchis et quand j'écris, quand je me permets, quand je suis en train d'écrire ça, quand je suis en train d'écrire les règles que devront craindre les décideurs politiques. Quand je suis en train de faire ça, je suis en train de faire quelque chose qu'ils n'ont pas du tout envie que je fasse. Les élus, là, ils n'ont pas du tout envie qu'on devienne des adultes, qu'on devienne ceux qui rédigent le contrat de travail, leur contrat de travail. Et quand je suis en train de faire ça, je me transforme. C'est-à-dire que je suis en train de... J'étais enfant, c'est un état, mais ça ne va pas durer tout le temps. Et je suis en train de me transformer en adulte politique, je suis en train de me préparer à ne plus subir le joug des élus et de me hisser au-dessus. Et c'est complètement... La Constitution, c'est pas un texte juridique, c'est un texte politique. Et cette idée-là,
Excuse-moi, juste je finis de répondre, parce que je suis toujours sur ta question quand tu disais... Société idyllique. Et surtout quand tu disais, est-ce que tu es organisé, combien on est je pense que si on faisait un parti, le parti des citoyens constituants, si jamais ça marchait, s'il commençait à y avoir du monde, on se ferait noyauter, dévoyer, et l'idée serait pourrie par des professionnels de la politique, des gens qui ont un intérêt personnel à dévoyer l'idée. Alors que si c'est une idée qui reste bordélique, excusez-moi, désordre, enfin oui, mais bordélique c'est le bon mot, qui reste désorganisée, elle est moins forte. C'est vrai qu'on est moins fort si on est désorganisé, mais en même temps, on est insaisissable. C'est-à-dire que si tu arrives à corrompre un groupe de personnes, mais il y en a plein d'autres qui sont en train de se passer le mot, en souterrain, on n'a pas besoin des médias, on n'a pas besoin des élus, des pouvoirs. C'est en souterrain qu'on se passe le mot, on fait de l'éducation populaire. L'éducation populaire, ça veut dire qu'il n'y a pas un prof et des élèves, c'est chacun qui à son tour est prof de ce qu'il sait faire et ensuite il est élève de ce qu'il apprend des autres. Et chacun est prof, chacun son tour. C'est ça l'éducation populaire. Hein. Et les ateliers constituants, à mon avis, il faut que ça arrive à se développer en éducation populaire et de façon désorganisée. Donc je ne sais pas combien on est et je ne connais pas les noms de ceux qui... et c'est très bien que je ne connaisse pas les noms. Et si ça ne marche pas ? Si ça ne marche pas, ce ne sera pas la première fois qu'une idée ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, on ira vers quoi ? Là, je vais devenir noir comme toi. Mais on n'est pas noir. Mais si, parce que si... On est juste réaliste. Oui, mais pour que ça marche, il faut qu'on applique l'idée pour savoir si ça marche ou pas. Moi aussi, je suis réaliste. Ce que j'essaye de faire, c'est très réel. Et c'est, en fait, quand j'étudie les raisons pour lesquelles nous sommes impuissants politiquement, les raisons pour lesquelles la nature se fait aussi gravement dévastée sans que nous n'y puissions rien, alors que nous voyons le désastre. On sait le problème est identifié et on sait comment le régler. On sait très bien qu'il faudrait qu'on soit plus frugaux, il faudrait qu'on travaille la frugalité heureuse, comme dit Rabi, très bien. On sait, et on serait prêt à le faire si on devenait tous frugaux, ce serait tout à fait facile à supporter. C'est les inégalités qui sont dures à supporter. Les inégalités, c'est-à-dire que les autres se goinfrent et pendant ce temps, moi je me prive, ça c'est dur à supporter. Mais quand on se prive tous, parce que c'est un bien commun, surtout parce qu'on l'a décidé en plus, c'est facile à supporter ça. C'est pas très sexy la privation, non ? Comment ? C'est pas très sexy de dire qu'on va se priver. Ça dépend pour quelle raison. Si c'est se priver juste parce qu'il y a un autre qui veut tout prendre et qu'il te prive de tout, c'est lui qui te prive de tout, ça c'est pas sexy. Mais se priver volontairement parce que le contraire, ce serait un gaspillage éhonté qui n'est pas tenable et que tu pilles en fait la planète dont tu prives tes enfants, tes propres enfants. Chacun de nos enfants est concerné par nos comportements de parents. Et donc, c'est pas sexy, mais il y a des tas de choses. On se prive de tas de choses pour nos enfants. Et donc, on pourrait là aussi se priver de tas de consommations inutiles. Moi, j'ai une vieille bagnole pourrie, hein, vraiment, vraiment pourrie. Et pourtant, je vois bien les bagnoles modernes, ça a l'air plus confortable, ça a l'air plus... Et je m'en prive. Et ça va très bien. Hein. Et je ne suis pas le seul. On est très nombreux comme ça. Très, très nombreux. T'as un ami imaginaire ? Un quoi ? Un ami imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire, un ami imaginaire ? Tu crois en quelque chose, dans une religion, dans un Père Noël imaginaire, une force suprême, un grand architecte, un grand tout, quelque chose, non ? Non, je crois à cette idée que la bonté est plus difficile que la méchanceté. C'est beaucoup plus facile d'être méchant, c'est plus naturel et ça marche mieux, plus vite, tout de suite. Je pense que la gentillesse, c'est plus compliqué parce que les gentils se font exterminer régulièrement et qu'il faut quand même être opiniâtre. C'est pas si simple d'obtenir quelque chose quand on est gentil, mais que au bout du bout, c'est quand même ça qui marche. Ce que Darwin montre, c'est que une loi essentielle de la nature, c'est la compétition, mais que ce qui a permis aux hommes qui n'ont ni griffes ni dents, c'est la coopération. C'est la coopération. Et que je pense vraiment que ce qui nous conduit à préférer la compétition, c'est le dilemme du prisonnier. J'aurais dû amener le petit bouquin sur le dilemme du prisonnier, qui est un bouquin majeur. La réflexion sur toute la théorie des jeux, mais sur le dilemme du prisonnier, c'est une situation qui nous conduit, et la course aux armements en est une illustration, mais le dilemme du prisonnier, c'est une situation dans laquelle nous sommes conduits à préférer la compétition et préférer la guerre, alors que la collaboration aurait été meilleure pour tout le monde. Et pour sortir du dilemme du prisonnier, il faut qu'on se parle.
On est dans le dilemme du prisonnier quand on ne sait pas ce que va faire l'autre. Quand on ne sait pas ce que va faire l'autre, on a tendance à se prémunir contre ses mauvais comportements et donc à faire la course aux armements. Mais si on se parle, le dilemme du prisonnier disparaît. Quand on sait ce que va faire l'autre, on n'a plus besoin de la course aux armements. Et donc moi je réfléchis à des institutions, communales d'abord, nationales ensuite, et sûrement mondiales après, sur le modèle de la fédération de communes, de Proudhon, mais en commençant par la commune, pas la fédération européenne qui est imposée par les banques et qui est un projet tyrannique actuel. Mais en partant de la commune, j'imagine bien des humains qui ont compris qu'il fallait qu'on se parle, pour prendre les décisions politiques. C'est à nous de prendre les décisions politiques, les humains, et pas les représentants. Et si on a des représentants, il faut qu'ils restent sous notre contrôle. Et si on arrive à faire remonter cette obligation de parler de la commune à l'État, de l'État au continent et du continent au monde, à mon avis, on viendra à bout du dilemme du prisonnier, y compris sur les problèmes En combien de temps ? En combien de temps ? Je ne peux pas répondre à ça, mais ce n'est pas parce que je ne peux pas répondre à ça que ce n'est pas la seule solution et que ça ne va pas arriver. Ce n'est pas parce que je ne sais pas, je ne suis pas devin, je ne sais pas quand ça va arriver. Peut-être, je vois bien que ce que tu veux dire, c'est que ça va mettre tellement de temps qu'on se sera peut-être exterminé avant. Mais je sais bien que le risque existe. Mais si je pars sur cette prévision-là, si je suis pétri de cette certitude que tout va mal se passer, donc j'arrête de faire la politique et je retourne voler, faire du parapente, et je ne fais plus que ça, quoi. Vite, avant qu'on soit exterminé. Mais si je me donne du mal, c'est parce que j'imagine que... T'as peut-être tort, non ? Un salaud, je suis un abruti, on est entre les mains d'un gars qui décide tout, et donc c'est évident que c'est dangereux pour le bien commun. Et donc on arrive à discuter de ça. Ils ont des réponses à ça, à mon avis insuffisantes, mais on peut très bien leur parler sans devenir royaliste. Enfin, quand je parle à un royaliste, je ne deviens pas royaliste, je suis complètement anarchiste dans le tréfonds. Qu'est-ce que ça... ta gueule. Pour que les gens aspirent, dans le cas où les gens aspirent à l'ordre et se mettent à voter à droite et se mettent à revoter à droite. C'est complotiste, ça, hein, je sais bien, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, mais c'est comme ça que je le vois. Je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je le vois. Je ne pense pas que Maduro soit un tyran. Hambourg. Il avait dit qu'il ferait ça, Macron, et il ne le fait pas, il fait le contraire. Donc, comment je fais ? Je vais écrire ça. Les élus rendent des comptes tous les mois. Quand je réfléchis et quand j'écris, quand je me permets, quand je suis en train d'écrire ça, quand je suis en train d'écrire les règles que devront craindre les décideurs politiques, quand je suis en train de faire ça, je suis en train de faire quelque chose qu'ils n'ont pas du tout envie que je fasse. Les élus, là, ils n'ont pas du tout envie qu'on devienne des adultes, qu'on devienne ceux qui rédigent le contrat de travail, leur contrat de travail. Et quand je suis en train de faire ça, je me transforme. C'est-à-dire que je suis en train de... J'étais enfant, c'est un état, mais ça ne va pas durer tout le temps. Et je suis en train de me transformer en adulte politique, je suis en train de me préparer à ne plus subir le joug des élus et de me hisser au-dessus. Et c'est complètement... La Constitution, c'est pas un texte juridique, c'est un texte politique. Professeur qui voit arriver à l'oral un de ses propres élèves alors que l'épreuve est anonyme, il dit mais non, je ne peux pas le faire passer. Eh ben, c'est son honneur de le faire. Eh ben, les parlementaires, ça devrait... Mais ils ne le feront pas. Vous voyez bien qu'ils ne le feront pas. C'est-à-dire qu'ils ont tellement à perdre. Tu nous as amené des bouquins ? Oui. Jamais on te dit qu'on va voler l'or de la Libye. Jamais on te dit qu'on va empêcher Kadhafi d'aider les pays africains. C'était un sauveur pour plein de pays africains, Kadhafi. Jamais on te le dit, ça. C'est jamais des intérêts particuliers. Jamais on te rappelle que là décortique l'utopie néolibérale de gouvernement scientifique par les nombres, qui est une dépolitisation, un projet de dépolitisation de la société, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui a été à l'utopie soviétique. En Union soviétique aussi, on rêvait de gouverner de façon scientifique, et il n'y avait plus de démocratie, il n'y avait plus de débat politique, il n'y avait plus de controverses avec des choix politiques à faire que les humains faisaient. Il y avait une utopie de gouvernement par les nombres qui remonte à Pythagore. Hein, la fascination des humains pour les nombres est une vieille histoire, et elle dégénère aujourd'hui